tout de suite, c'est la montée surprise des Pays-Bas à 14% dans le capital d'Air France KLM. C'est une montée de tension entre les Pays-Bas et la France, Bruno Le Maire. Comment qualifiez-vous cette opération des Néerlandais? Comment est-ce que vous la jugez? Inamicale et incompréhensible. Inamicale parce que nous n'avons pas été prévenus. Et surtout, je tiens à dire que la semaine dernière, j'ai eu un entretien avec mon homologue néerlandais. Nous avons discuté d'Air France KLM. Il m'a fait part de certaines préoccupations. Je lui ai dit, on va y même que vous répondre. recevez demain, pardon? Le même que je reçois demain, le ministre des Finances néerlandais. Nous avons eu une longue discussion. Il m'a fait part de préoccupations néerlandaises sur Air France KLM. Je lui ai dit que nous allions y répondre. Nous y avons répondu. Nous avons confirmé M. Elbers à la tête de KLM. Nous avons travaillé sur des garanties pour Schiphol, pour la compagnie KLM, parce que je comprenais les préoccupations du gouvernement néerlandais. Et la réponse, singulièrement inamicale, c'est cette montée au capital, surprise, sans prévenir personne. Et puis c'est incompréhensible parce que ça détruit de la valeur. À la rigueur, si ça permettait à Air France KLM, qui est mon seul objectif, que ça aille mieux pour Air France KLM, qu'elle dégage davantage de profits, que les salariés se portent mieux et que ce fleuron aéronautique se porte bien, à la rigueur, je dirais pourquoi pas. Mais là, il se trouve que ça détruit de la valeur, que ça crée de l'instabilité. Donc il est urgent maintenant de revenir à la sagesse, à la raison, de travailler ensemble et de trouver une voie qui permette, parce que c'est ma seule obsession, que ce magnifique fleuron du transport aérien se porte mieux dans les années qui viennent. L'avenir de l'Aciérie Ascoval dans le Nord qui est compromis puisque le repreneur franco-belge Altifort n'a pas trouvé le financement nécessaire. Est-ce que vous avez fait une erreur en faisant confiance à Altifort? Non. C'était à refaire. Je referai exactement ce que nous avons fait avec les salariés, avec le président de la région des Hauts-de-France et Bertrand, avec les élus locaux. Donc c'est la faute d'Altifort. Il y a une aciérie qui est moderne, qui est compétitive, qui a des débouchés, qui a des contrats. Vous avez des salariés qui sont extraordinairement motivés, auxquels je rends hommage. Et moi, je dirais, bon ben voilà, il n'y a pas de repreneur, on laisse tomber, on ferme. Le seul repreneur que nous avions trouvé à l'époque, c'était Altifort. Nous avons fait le pari d'Altifort. Ils nous avaient dit, on va apporter 10 millions d'euros, ils ne les ont pas apportés. Dont acte, on passe à autre chose. On va remettre le travail sur la table. Nous allons nous battre pour essayer de trouver, d'ici la fin du mois de mars, un nouveau repreneur. On a déjà contacté une quinzaine de repreneurs possibles. Vous avez des pistes, vous êtes optimiste? Il y a des pistes. Je suis volontariste, pas optimiste, parce que le dossier est difficile et tout le monde le sait. Mais je voudrais que chacun comprenne que mon rôle de ministre de l'économie est aussi de me battre pour chaque emploi industriel. C'est de protéger et de soutenir des salariés qui aujourd'hui travaillent dans cette usine et qui sont inquiets. Et donc, 24 heures sur 24, toute la semaine, jusqu'à la fin du mois de mars, mes services vont être mobilisés avec la région des Hauts-de-France pour essayer de trouver un repreneur. Je ne sais pas si on aura un résultat. Je ne peux pas le garantir. Mais je sais que jusqu'à la dernière seconde, je me battrai pour trouver un repreneur pour Ascoval. Autre dossier difficile, l'usine Blanquefort, Ford de Blanquefort, donc deuxième offre refusée. Est-ce qu'aujourd'hui, cette usine de 850 salariés est condamnée? Non. Je pense qu'on peut trouver une réindustrialisation. Je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à une reprise plus tard, d'ici 1 an, 2 ans, par Punch, qui avait marqué sa volonté de fabriquer des boîtes de vitesse sur le site. Mais je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est que Ford paye. Que Ford paye ce qu'elle doit aux salariés. Comment? Je veux un plan social généreux pour les salariés et protecteur pour les salariés. Je veux que Ford paye pour la dépollution du site. Et je veux que Ford paye également pour la réindustrialisation et nous disent combien ils sont prêts à payer. Nous C'est sommes en quel négociation montant, ça, avec eux. Bruno Le Maire, à C'est peu plusieurs près millions d'euros. Ford doit payer pour la réindustrialisation. Plusieurs Et millions nous sommes en train de regarder entre le montant de la réindustrialisation et la possibilité aussi de laisser des machines, parce que les salariés sont attachés à ce qu'un certain nombre de machines restent sur place. Quel est le bon équilibre que nous pouvons trouver? Mais Ford doit prendre ses responsabilités. Ford a bloqué la reprise par Punch. Ford doit payer. Mais ça va être compliqué, il paraît que vous n'arrivez pas à l'avoir au téléphone, le président de Ford. Vous avez eu des difficultés, en tout cas, c'est ce qu'on a dit. J'ai eu le président de Ford régulièrement au téléphone. J'ai eu l'occasion de lui dire de ce que je pensais du comportement de cette grande entreprise automobile sur le site de Blanquefort. J'estime que ce comportement n'est pas digne d'une grande entreprise industrielle. Puisque c'est Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ils doivent... Mais quel moyen avez-vous de le contraindre à payer, Bruno Le Maire? La réponse, elle est très simple. Ford ne veut plus d'empreinte industrielle en Europe.
Donc ils prennent leurs décisions. Je regrette ce comportement. Moi, ça m'incite à dire une nouvelle fois que nous avons besoin d'un capitalisme différent, d'un nouveau capitalisme qui soit plus respectueux des salariés et qui ne pense pas systématiquement uniquement à son cours de bourse, qui soit plus respectueux du temps long plutôt que du temps court et qui donne du sens à son activité. Je pense qu'il est indispensable de construire ce nouveau capitalisme parce que ce genre d'attitude est incompréhensible et révoltante pour tout le monde. Nicolas Dupont-Aignan, qui était à votre place hier, a dit à propos de Ford, Monsieur le maire est un hypocrite et un menteur qui prétend résoudre les problèmes et ne les résout pas. Il dit que si, comme Donald Trump, vous aviez fait un tweet appelant au boycott de Ford, Ford aurait cédé. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Et Monsieur Dupont-Aignan ne sait pas quoi faire pour se faire remarquer. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et c'est pas comme ça qu'on améliore la situation des Français. La réalité, quand vous prenez l'ensemble des dossiers industriels sur lesquels nous nous battons avec mes services régulièrement, c'est que sur 4 emplois industriels menacés, nous en sauvons 3. Alors c'est bien normal que ce soit les difficultés qui soient à la une des journaux, c'est normal, je ne le conteste pas. Mais j'aimerais simplement rappeler que la mobilisation qui est celle des services de l'État, des élus locaux aussi qui font un travail remarquable, qui se battent à chaque fois, les maires, les députés, les sénateurs, pour essayer de trouver des solutions, ça amène un résultat simple. 3 emplois sauvés sur 4 qui sont menacés. Les Gilets jaunes, on en est à 15 samedis de mobilisation. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'économie, vous avez chiffré le coût de ces 15 samedis pour l'économie ? C'est un coût qui est très élevé, c'est de l'ordre de 0,2 points de croissance trimestrielle. Donc c'est très important. Les manifestations doivent cesser parce qu'elles ne mènent plus nulle part. Elles mènent à une impasse, elles mènent à de la violence, à de la dégradation, à une situation pour les commerçants de centre-ville qui est très préoccupante. Moi, je me mets à la place des commerçants de Bordeaux, de Lyon, de Paris, de Toulouse, de Dijon, qui ont été lourdement touchés, de Rouen dans ma région, lourdement touchés par ces manifestations. Elles doivent cesser. À quoi est-ce qu'elles mènent ? Quelles sont aujourd'hui les revendications, les demandes supplémentaires ? Il y a un grand débat, que chacun s'exprime dans le grand débat et fasse ses propositions, mais les manifestations aujourd'hui ne mènent plus nulle part. Parmi ces demandes, la taxe carbone, Bruno Le Maire. Oui, justement, le président de la République, cette semaine, est revenu sur la possibilité d'une taxe carbone flottante. Quelle est votre position sur le sujet ? Bon, ma position sur toutes les questions fiscales est extraordinairement simple. Il ne faut pas augmenter les impôts. Il faut baisser davantage les impôts et pour cela, baisser davantage la dépense. Donc vous êtes en désaccord avec le président de la République ? Mais la position qui est celle du ministre des Finances est très simple. Les impôts sont trop lourds pour les ménages comme pour les entreprises. Nous avons commencé à les baisser et ils vont baisser fortement en 2019 pour les ménages en particulier. 440 € en moyenne de baisse d'impôts, c'est extrêmement important et c'est ce qui est de plus important depuis 12 ans. Vous présentez la semaine prochaine votre projet de loi de taxation des GAFA en Conseil des ministres. Hier, les États-Unis ont ouvert la porte à un accord mondial. Est-ce que pour vous, un accord au niveau de l'OCDE est possible d'ici la fin de l'année ? Oui, et vous avez parfaitement raison, il se passe quelque chose de très important depuis 2 jours. L'actualité est un peu éclipsée. L'Irlande, pour la première fois, je me suis rendu à Dublin, l'Irlande, pour la première fois, a dit qu'elle était prête à taxer les géants du numérique s'il y a un accord au niveau de l'OCDE. Ça bouge. Mon homologue américain, Steven Mnuchin, qui est venu hier à Paris, qui a rencontré le président de la République, j'ai déjeuné avec lui, pour la première fois, a dit les États-Unis veulent un accord sur la taxation du digital à l'OCDE. Donc les choses bougent, tant mieux. Et c'est la preuve que la mobilisation À l'initiative de la France, oui, elle bouge ? oui, parce qu'il y a 2 ans, personne ne voulait taxer les gens du numérique. C'est nous, Français, qui avons mis ce sujet sur la table au nom de l'équité fiscale, de la justice et de l'efficacité. Au début, tout le monde se moquait de nous en disant « c'est pas possible, c'est hors de portée ». Nous avons rassemblé les États européens. 23 sur 27 soutiennent notre proposition. Nous avons convaincu les États-Unis. Nous avons réussi à convaincre l'Irlande qu'il fallait bouger. Et moi, je suis persuadé que d'ici la fin de l'année 2019, il peut y avoir un accord international sur la taxation des géants du numérique au niveau de l'OCDE. Et le fait que les États-Unis, que le ministre des Finances américain, pour la première fois, s'engage aussi fortement sur ce sujet, c'est une excellente nouvelle. Et juste, ça bouge au niveau des États-Unis, c'est plus compliqué au niveau de l'Union européenne. Il y aura un Conseil des ministres des Finances le 12 mars. Est-ce que vous avez fait une croix sur un accord à l'unanimité ? Il n'y aura pas d'accord le 12 mars, soyons clairs. Mais en revanche, nous pouvons trouver, pas d'accord sur le projet de directive. Mais en revanche, je pense que nous pouvons trouver un nouvel accord pour qu'il y ait une position commune européenne à l'OCDE et qu'avec la position commune européenne, le soutien des États-Unis, nous puissions avoir une taxation du digital proposée au niveau international à l'OCDE d'ici la fin de l'année 2019.